C'est 9h15. Est-ce qu'on attend encore? Parce que je sais Oui, qu'on pas tout est le deux monde qui est. conférences en Ah, c'est parallèle, ça. donc Ça il n'y continue à aura pas tout le monter. monde. Je vais aller Pas- voir de l'autre côté, mais tu peux commencer. Maria, c'est toi la modératrice. Ben, c'est ça. Ben, on va commencer. Je vois qu'on est quand même la moitié de participants au total. Donc, bonjour, chers participants. Moi, je m'appelle Maria-Liana Slivilescu. En tant que vice-présidente partenariat de l'IIBA région de Québec et architecte d'affaires chez Alitia, je suis heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui en compagnie de Madame Annie Pelletier. Elle va vous présenter un sujet qui intéresse de plus en plus d'entreprises qui désirent assurer leur croissance. Il s'agit de la connaissance du client. L'objectif de cette présentation est de démystifier ce que c'est de mettre le client au centre des stratégies de l'entreprise. Plus spécifiquement, comment connaître son client, pourquoi c'est important de le connaître et comment appliquer cette connaissance dans des projets concrets. Les exemples présentés lors de cette conférence par Madame Pelletier vous aideront à passer rapidement de la théorie à la pratique. Madame Pelletier parlera de la connaissance client et comment elle en fait un levier de croissance avec son équipe de spécialistes. Durant la conférence, vous avez la possibilité de formuler des questions en utilisant l'onglet questions et réponses. Vous savez, à droite de votre écran, sur la plateforme Couva. Le chat de Zoom ne sera plus disponible. Nous allons répondre aux questions à la fin de la présentation. Nous allons répondre au maximum de questions lors de cette conférence. Les questions non répondues seront répondues dans la plateforme Couva, au même endroit, pour un accès plus tard. La rencontre sera enregistrée et disponible dans environ 15 jours, soit à la fin du mois de mai, sur la plateforme Couva et sur notre site web. Maintenant, quelques mots sur notre conférencière. Madame Pelletier est née dans une famille d'entrepreneurs où elle a vite développé son sens des affaires. Elle détient une maîtrise en administration des affaires, spécialisation marketing, obtenue à l'Université Laval, et œuvre dans le domaine du marketing depuis plus de 20 ans, autant dans le business to business que business to customer. Elle a rejoint le domaine de l'assurance en 2008, en joignant SSQ Assurance, où elle a occupé plusieurs postes depuis. Actuellement, elle dirige une équipe multidisciplinaire de professionnels en cybermétrie, recherche marketing, connaissance client et intelligence de marché. Nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à accéder au sondage affiché dans la fenêtre Paul. On vous reviendra plus tard. Maintenant, je cède la parole à Madame Pelletier. Merci, Maria. C'est super gentil. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous partager un petit bout de l'histoire de la connaissance client. C'est une première pour moi en virtuel, une conférence. J'espère que tout va bien se passer. Si jamais il y a quoi que ce soit, Maria, fais-moi signe. Problème technique ou quoi que ce soit, je vais être à l'écoute. Commençons ça tout de suite. Donc, la connaissance client, un levier de croissance pour les entreprises, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et allons-y directement. On peut commencer par un constat simple, une définition puriste des deux mots, connaissance et client. Si on commence par connaissance, c'est le fait de comprendre, de connaître quelque chose. Vous allez vite comprendre qu'une équipe comme la mienne va atteindre son objectif seulement au moment où les secteurs de l'entreprise vont s'approprier cette connaissance-là, qui vont l'utiliser dans leur quotidien. Pour le mot client, le client, on va penser à portefeuille de clients, donc uniquement le mot littéraire client, mais pour nous, client, on ne peut pas faire abstraction, puis on ne peut pas l'étudier comme il faut, le client, si on ne le regarde pas dans un contexte du marché vis-à-vis les autres consommateurs. Donc, de toute façon, les autres consommateurs pourraient devenir potentiellement des clients, fait qu'il ne faut pas les ignorer.
Fait qu'on comprend que le terrain de jeu de la connaissance client, c'est les clients de l'entreprise, c'est les consommateurs dans le marché auquel elle s'adresse, puis dans le fond, toutes les questions de marché qui pourraient être autour du client. Je pense pas que j'ai besoin vraiment de vous convaincre sur la place vitale que devrait occuper la connaissance client dans une entreprise, mais c'est juste moi qui le dis. Je pense que c'est mieux d'aller voir des experts aussi dans le marché qui nous le disent. Le Boston Consulting Group dit que les entreprises avec une certaine maturité dans la pratique de connaissance client vont croître 10% supérieur avant d'avoir implanté une telle pratique dans leur entreprise. Il y a aussi Hitachi, qui est un partenaire de Microsoft, qui dit que les entreprises qui tirent profit des données comportementales des clients vont hausser leur performance de 85% vis-à-vis leurs concurrents. Salesforce nous dit aussi que 76% des consommateurs s'attendent à ce que nous, les compagnies, on les comprenne, qu'on comprenne leurs besoins, puis qu'on comprenne leurs attentes. Tant au niveau de la personnalisation de nos offres, de nos produits, de nos communications, mais aussi de les services numériques qu'on peut leur offrir en ligne pour soit magasiner, acheter le produit, ou même l'expérience client omnicanal qu'on va leur offrir en tant que client. Ils veulent qu'on soit pertinent, ils veulent qu'on les interpelle pour eux et non pour une population super générique, une population de masse à qui on voudrait parler. Puis leur référence, vous le savez bien, c'est plus juste nos concurrents qui agissent dans notre marché, mais c'est plus les grands géants du commerce de détail qui ont des années d'expérience puis des milliards d'investissements à connaître leurs clients. C'est à eux qu'ils nous comparent. C'est pour ça que c'est vital d'emboîter le pas de la connaissance client pour ne pas, en fond, décevoir nos clients. Ici, je vais commencer un peu avec un framework, un cadre qu'on s'est donné, nous, dans notre équipe, pour faire de la connaissance client un levier stratégique. On commence premièrement, on ne fait pas de la connaissance client pour connaître les clients, juste pour le fun. On doit l'attacher aux objectifs d'affaires. Donc, on doit identifier et cibler les opportunités à l'intérieur des secteurs puis de l'entreprise dans lesquels on va vouloir déceler des tendances, comprendre les besoins davantage, tester des idées, tester des messages, tester des campagnes publicitaires en amont des lancers dans le marché. On va vouloir confirmer des intuitions. Souvent, on va dire « Ah, les intuitions, c'est pas bon, on devrait… mais moi, je dis que les intuitions et les expériences passées des gestionnaires et des employés de l'entreprise, c'est vital. C'est super important. Ça devient un bon point de départ et des hypothèses que, justement, on va vouloir confirmer ou infirmer auprès de nos consommateurs et nos clients. Fait que ça fait en sorte qu'on ne partira pas de la page blanche. Puis pourquoi on fait ça? Bien, on veut améliorer les chances de succès des initiatives, que ce soit des initiatives de développement de nouveaux produits, que ce soit des campagnes publicitaires, l'activation d'une commandite, l'ajout d'une fonctionnalité sur un site web qui soit connecté ou pas. C'est la base. Donc, on doit toujours passer par le client et non le produit en premier. Puis finalement, on va vouloir mesurer et suivre cette performance-là en termes de croissance, d'atteinte d'objectifs, d'augmentation de performance opérationnelle, de hausse de l'expérience client, qui sont des facteurs, des indicateurs clés qu'on va vouloir mesurer dans le temps. La connaissance client se concentre principalement sur les grands thèmes que vous voyez à l'écran. On va vouloir comprendre les comportements des consommateurs, des clients, sur le web, en société, de façon économique. Donc, différents points de vue qu'on va vouloir regarder des comportements. On va vouloir aussi
savoir comment ils nous perçoivent, comment ils perçoivent notre offre, comment ils perçoivent nos valeurs d'entreprise, comment ils perçoivent notre implication dans la communauté si on œuvre dans ce domaine. On va aussi vouloir les mettre dans des petites boîtes des fois. On va vouloir faire des profils. On va vouloir les catégoriser pour mieux les comprendre d'un point de vue sociodémographique, d'un point de vue économique, d'un point de vue de différents angles qu'on voudrait les regarder, dépendamment de votre industrie. On va aussi vouloir mettre la lumière sur les habitudes, que ce soit des habitudes de consommation de médias, que ce soit pour pouvoir mieux les joindre. Ça peut être des habitudes de magasinage pour avoir les bons canaux de distribution pour aller les joindre. Ça peut être des habitudes d'achat pour s'assurer de convertir ces consommateurs-là. Ensuite, on va vouloir comprendre leur motivation. Pourquoi ils font les choses? Puis ça va nous permettre de mieux les servir par la suite à travers le parcours client qu'ils ont chez nous, dans nos entreprises. Et finalement, on va vouloir s'intéresser aux préférences. Puis ça, c'est pas juste des préférences en termes de produits. Aime-tu mon produit A plus que mon produit B? Mais aussi la valeur ajoutée que j'apporte, mon unique selling proposition que je lui apporte, les conseils que je peux lui apporter en assurance, c'est souvent le cas. Le bon canal de distribution, les bons canaux de vente aussi. Donc, tout ça, c'est des informations autour pour être centré sur le client. Il faut se rappeler que tous ces comportements-là, ces éléments-là que je viens de vous parler, bien, malheureusement, ça évolue plus vite qu'on voudrait. Fait qu'il faut toujours revisiter nos hypothèses puis revisiter nos appréhensions. Je vais prendre l'exemple de la pandémie. C'est sûr que c'est un petit peu radical comme exemple, mais on sait que ça a bouleversé complètement les comportements des consommateurs de plusieurs industries. Si on ne peut pas dire même toutes les industries, les entreprises ont dû s'adapter à la nouvelle réalité pour justement, puis ont dû comprendre un peu comment ça se passait chez ces clients pour mieux les accompagner. Puis, je dirais que la connaissance client, son pire concurrent, ça serait l'inertie devant justement le changement qui s'opère dans le marché. Selon PricewaterhouseCoopers, 90% des décideurs avouent que les clients, c'est eux qui ont le plus grand impact sur les stratégies d'une entreprise. Donc, ça devrait être primordial, la connaissance client dans ce sens-là. Maintenant, allons-y plus pratique. On va laisser tomber la théorie puis les statistiques qui référencent. Comment on va mettre les gens au cœur de nos actions? Je vais vous présenter notre coffre à outils. Il y a probablement d'autres outils qui existent pour pouvoir faire la connaissance client. Mais on les a regroupés dans 6 grands thèmes que je vais vous expliquer par la suite en détail avec des cas d'usage également. Le premier, c'est la recherche et l'étude. Le deuxième, c'est la segmentation. Le troisième, c'est l'économie comportementale. Celui-là, on va essayer de le démystifier. Les intercepteurs numériques. La fondation, donc la vision holistique du client, ça c'est souvent celle qui est la plus connue parmi vous. Puis finalement, les indicateurs de marché et client. Plongeons dans la recherche et étude. Souvent, lorsqu'on entend recherche et étude, on va penser immédiatement à sondage, mais ce n'est pas juste des sondages. Ça peut être aussi des données secondaires, des rapports secondaires qui ont été faits, pas juste pour nous, là, dans le fond, l'idée par nous. C'est aussi des études syndiquées, donc des études qu'on peut contribuer financièrement pour avoir une opinion du marché. Ça peut être des benchmarks de marché pour aller voir les concurrents par rapport à nous. Ça peut être aussi des techniques plus qualitatives, des entrevues individuelles, des groupes de discussion, des panels. Donc, l'élaboration de panels internes de clients pour avoir un contact direct avec nos clients en continu. Et si on regarde notre framework qu'on a regardé tantôt, là, de notre méthodologie, là, si on identifie les opportunités pour cet outil-là, on parle d'évaluer le potentiel de marché pour un produit, pour un service, des veilles de tendance. On va vouloir regarder
différents aspects, puis comment ça s'articule au fil du temps. On va vouloir aussi analyser notre concurrence, super important, parce que souvent, je donne un exemple de pourcentage de notoriété d'une entreprise. C'est important de savoir ton pourcentage de notoriété, mais c'est d'autant plus important de savoir ton rang dans l'industrie. Donc, comment tu bouges, toi, c'est correct de regarder ça, mais c'est surtout de savoir où tu te situes par rapport à tes concurrents. Puis le dernier, ça serait, pas le dernier, mais un des exemples que je donne, c'est la compréhension des comportements et des perceptions. Fait que souvent, on va le faire à l'aide de sondages, ce dernier-là. Puis ça va nous permettre de confirmer des intuitions. Donc, on va faire des tests de concepts de produits. On peut pré-tester des campagnes publicitaires avant de les lancer pour s'assurer de la compréhension de nos messages, de s'assurer qu'il n'y a pas des perceptions négatives qui pourraient être vues par les clients, puis ça pourrait être néfaste pour l'entreprise. On peut faire des tests de marché. On peut aussi faire de l'expérience utilisateur avant de lancer une fonctionnalité ou une page web. Puis tout ça, pour mesurer la performance, on mesure l'image, la réputation, la marque, l'efficacité publicitaire, l'expérience client. C'est tous des termes mesurés dans le cadre de cet outil-là. Maria, je pense qu'on avait demandé aux gens de répondre au poll. Fait que si on regarde les réponses, je pourrais regarder par rapport au sondage qui a été mené par DG Marketing pour voir comment on situe notre audience par rapport aux populations du Québec. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu 41 réponses. OK? Oui. Et la majorité, 37%, ont répondu recevoir ou voir des amis. 37%. Et le deuxième, Maria, ce serait quoi? Ensuite, le deuxième, c'est passer du temps avec la famille, 29%. Ça suit partir un voyage, 17%. Suivi par faire des câlins et des poignées de main, à 10%. Et finalement, manger au restaurant, 5%. Et ne plus porter de masque, 2%. Bon, l'image, ça ne nous dérange pas, nous, ici. Ben, ça ressemble énormément, le top 2 de vos réponses ressemble vraiment à la population québécoise. L'activité qui avait été nommée par les Québécois en premier, c'était de passer du temps avec sa famille à 40% de la population québécoise, suivi de très près à 34% à recevoir ou voir des amis. Fait que vous êtes pas mal, je dirais, similaire à la population. Fait que ça, c'est un exemple concret. On a fait un sondage, donc une recherche et étude dans notre conférence aujourd'hui. Donc, le cas d'usage que je vous présente aujourd'hui pour vous mettre concrètement cela, récemment, on a voulu alimenter les réflexions d'une planification stratégique sur les tendances clés d'un produit. Je ne nommerai pas le produit, mais on va dire le produit X, pour connaître aussi les besoins et les attentes des consommateurs et des clients par rapport à ce produit-là. Puis, on a, à place de partir des caractéristiques du produit puis de tester ça dans le marché, on avait vraiment une approche centrée sur le client. Donc, on est parti du client, de ses besoins, de ses attentes, de ses irritants, puis on est monté vers le produit. C'est ça le changement de paradigme qu'il faut opérer dans nos entreprises, c'est qu'il faut partir du client et non du produit. Donc, ce qu'on a fait dans notre équipe de connaissances clients, puis d'autres secteurs, on fait d'autres activités dans le cadre de ce projet-là, mais ce qui nous concernait en connaissances clients, c'est qu'on a regardé, premièrement, parce qu'on fait tellement de différents rapports, études, et on avait des segmentations en place dans les entreprises, on avait plusieurs contenus qui nous parlaient de ce produit-là et de ses clients. Fait qu'on a fait un recensement, un inventaire, on a fait ressortir tous les insights qui étaient déjà à notre portée. Fait que déjà, c'était un premier pas. Deuxième, on a pris une loupe, puis on a regardé nos clients. Dans le fond, on regardait les clients de ce produit-là. Donc, c'est quoi leur profil? Fait que ça regardait vraiment les clients actuels, notre portefeuille. Ensuite, on s'est dit, ouais, il manque peut-être un petit peu d'informations. Fait qu'on a été bonifier ça avec un sondage assez costaud dans le marché
auprès des détenteurs de ce produit-là, puis aussi les détenteurs futurs de ce produit-là. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez l'intention d'acquérir ce produit dans les X nombre de mois suivant l'enquête? Fait qu'on a été chercher, un public qui était concerné là, par le produit. Fait qu'on a été mesurer la notoriété, donc est-ce qu'on était connu, les assureurs qui distribuent ce produit-là, c'est quoi la notoriété? C'est quoi les parts de marché sur le marché qu'on voulait étudier? C'est quoi les critères? C'est quoi les déclencheurs? C'est quoi le comportement de magasinage et d'achat pour ce produit-là spécifiquement? On avait certaines informations, mais il nous manquait aussi une certaine connaissance à ce niveau-là. On a aussi voulu leur demander c'est quoi leur expérience actuelle d'utilisation du produit. Puis aussi, ça c'était dans le but de peut-être déceler des opportunités d'amélioration parce qu'on ne parlait pas juste à nos clients, nous. Puis on a fait un profil des clients qui détenaient, sous différents aspects, là, qui détenaient ce produit-là. Merci, Maria. Puis là, en termes de résultats, pour ce cas d'usage-là, ça nous a permis de mettre la lumière sur le profil des clients de cette ligne d'affaires-là. Là, je vous ai donné socio-démographique, socio-économique, mais il y avait beaucoup de variables sur lesquelles on a observé le client. Apprendre le processus de comportement d'achat, connaître les perceptions à l'égard à la fois de la marque, des marques, puis aussi du produit, la satisfaction du produit. On a voulu découvrir les irritants, les pistes d'amélioration pour ce produit et service-là. On a analysé sur toutes les coutures des données de détention socio-démographique. On a aussi fait ressortir les principaux comportements d'achat de consommation. On a étudié les perceptions des consommateurs de leur utilisation actuelle du produit. Puis on a même poussé jusqu'à dire « Ah, pourquoi pas tester des nouveaux concepts qu'on avait en tête. » Fait qu'on a été tester des produits différents pour voir l'opinion de notre panel. Fait que ça, c'est les recherches et études. Le deuxième outil, segmentation. Segmentation, c'est un mot un peu galvaudé. Je dirais, souvent, on emploie le mot segmentation pour parler de ciblage, mais ce n'est pas vraiment ça. La segmentation, si j'avais à vraiment le simplifier, c'est des méthodes statistiques avancées qui sont utilisées pour modéliser afin de regrouper de façon homogène des consommateurs, des clients, selon différents aspects. Là, je vous ai énuméré comportement, besoins, habitudes de consommation, mais ça peut être varié. Il n'y a pas de recette pour les variables sur lesquelles on va décrire le client. C'est vraiment propre à votre produit, votre industrie, votre situation. C'est vraiment important à savoir. Il n'y a pas vraiment de recette sur les variables à utiliser pour faire une segmentation. Fait que dans l'ordre, ce qu'on fait pour justement déterminer ces variables-là, c'est qu'on va rencontrer les secteurs, les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, puis leur demander, toi, là, si tu avais à décrire des groupes de consommateurs, des groupes de clients qu'on a chez nous, ça sur quelles caractéristiques tu me décrirais? Fait que là, ça nous permet de recueillir les besoins de description des différents secteurs qui vont ensuite utiliser cette segmentation-là, puis ça va leur parler, ça va être plus facile à opérationnaliser après. Fait que là, j'ai mis persona aussi. C'est quoi des personas? Mais après qu'on a fait les segments, on va ajouter une couche d'informations pour pouvoir bonifier le portrait qu'on a du segment, qu'on va appeler ça un persona, puis on va le faire dans le but de pouvoir y mettre une étiquette, un nom. Puis ça va nous permettre de le connaître davantage, de pouvoir le décrire plus facilement. Puis un nom, c'est plus facile à communiquer à l'interne que segment 1, segment B, segment D. Fait que le persona va nous aider à commercialiser notre segmentation à l'interne, entre guillemets. Il y a plusieurs types de segmentation. Je vous en ai mis 3, mais il y en a plusieurs autres.
Puis ça va dépendre de l'objectif que vous avez. Donc, vous allez choisir la segmentation qui est appropriée pour votre objectif. Lorsqu'on regarde une segmentation de clients, on est plus dans des stratégies de fidélisation, des stratégies de vente croisée à l'interne dans notre bassin de clients. Lorsqu'on regarde une segmentation de marché, on va vouloir peaufiner nos stratégies d'acquisition de nouveaux clients, puis aussi regarder les parts de marché dans le marché qu'on vise. Une segmentation RFM, RFM veut dire essence, fréquence, valeur monétaire. Cette segmentation-là, elle agit aussi en fidélisation, mais surtout pour personnaliser l'offre et personnaliser les communications qu'on va avoir envers nos clients. Donc, maintenant, un cas d'usage de segmentation. Récemment, on a fait une segmentation de marché en assurance de dommages, auto-habitation, assurance auto-habitation. On voulait hausser notre compréhension des consommateurs du marché québécois pour ce produit-là, dans le but de vraiment confiner nos stratégies d'acquisition, puis aussi s'assurer qu'on répond aux besoins des consommateurs. Fait que vite, la solution est venue d'une segmentation de marché. Donc, on a fait une analyse qui nous a permis de définir ces segments de marché-là, puis de les décrire. Puis, je vais vous donner un peu des pistes de comment on les a décrits. Puis, ce que j'aimerais aussi à ajouter là-dessus, c'est contrairement à une segmentation de clientèle qui utilise majoritairement, principalement des données à l'interne, la segmentation de marché est plus à la portée de tous parce qu'elle utilise des données de sondage. Donc c'est plus facile de faire ça, même si la base de données client, la vue 360 des clients n'est pas organisée dans votre entreprise. Donc, les résultats qu'on est arrivé avec pour la segmentation de marché de dommages, on a découvert premièrement, on parlait de variables puis de caractéristiques sur lesquelles on va discriminer justement les groupes homogènes, mais on a découvert les variables importantes qui impactent et qui font bouger le marché d'assurance de dommages. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces variables-là, ces informations-là, si on agit sur ça, si on utilise cette information-là, ça veut dire qu'on pourra avoir un impact sur nos stratégies d'acquisition. Ça, c'est la première information très importante qui est sortie de cette étude-là. La deuxième information, c'est que, on a les 6 segments. Là, je vous donne la réponse. On a 6. On ne veut pas en avoir trop, puis on ne veut pas en avoir peu. Si tu en as trop peu, genre 2, 3, ils vont être trop général, puis ça ne dira rien. S'il y en a trop, ils vont être trop précis, fait que ça va peut-être être une minuscule partie du marché. C'est à part d'être le Netflix de ce monde qui a des milliers de personnes parce que justement, son modèle d'affaires est basé sur la consommation de son contenu. Pour des entreprises comme vous et moi, la plupart, on va avoir autour de 6-7 segments lorsqu'on fait une segmentation de marché. Puis on l'a décrit dans un livrable. On a fait des fiches, comme un peu des cartes descriptives des segments. Puis on a décrit sous différents angles que je vous ai mis à l'écran, les parts de marché du segment qu'on détient, nous. Le top 3 des assureurs qui sont dans ce segment-là, le profil de détention de ce segment-là, des descriptions sociodémographiques, c'est où qui sont situés au Québec, ces segments-là, prédominamment, donc les régions prédominantes, les comportements en assurance qu'ils ont, les habitudes et intérêts. On est allé chercher les habitudes de consommation de médias, exemple, pour que les placements médias au marketing puissent savoir que le segment X, lui, il lit les journaux. Puis il est peu actif sur le web. Fait que, ça va donner des indications sur comment les joindre, ces segments. Maintenant, je reviens mon temps. Économie comportementale. L'autre outil, c'est celui-là qui n'est pas une notion très nouvelle. Au contraire, c'est quelque chose qui existe depuis un bon nombre d'années, même des dizaines d'années. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très connu de tous. Je vous dirais, pour expliquer ça à haut niveau, c'est le mariage de l'économie puis de la psychologie du consommateur ensemble qui nous permet de comprendre la prise de décision humaine. Donc, comment la prise de décision se fait chez nos clients, chez nos consommateurs.
Cet outil-là est souvent déployé à l'aide de tests A/B, de tests multivariés pour tester différentes approches d'économie comportementale, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour un segment donné ou pour un type de clientèle donné. L'approche traditionnelle, elle pense que les gens sont rationnels. Tu vas juste leur donner des informations, puis ça va faire, puis ils vont prendre une décision. L'approche comportementale, elle va vouloir comprendre comment les gens perçoivent l'information, puis elle va l'adapter en fonction de ça. Des cas concrets d'économie comportementale, on va regarder. On voulait comprendre pourquoi les clients effectuent des réclamations en ligne plus que papier. Puis, bien sûr, comme toute entreprise en 2021, on veut augmenter l'adoption du numérique. Donc, on va vouloir augmenter l'utilisation des réclamations en ligne versus papier. Donc, on a voulu comprendre comment présenter ça à nos clients pour qu'ils fassent la transformation. Donc, on va regarder l'approche d'économie comportementale qui va nous permettre de tester. Là, je vous mets dans un contexte d'un courriel qu'on enverra à notre client, de tester différentes approches. La première qu'on va tester, c'est la peur de la perte. Qu'est-ce que c'est la peur de la perte? C'est que dans le haut du courriel, on va présenter à l'usager la réclamation en ligne et tous ces nombreux avantages qui viennent avec. Puis ensuite, on va dire, by the way, tu peux aussi faire du papier, mais si tu fais ça, là, tu vas perdre tous ces beaux avantages-là que je viens de te parler. Fait que la personne elle va être dans un mindset qu'elle va perdre quelque chose. Fait que ça va agir sur sa prise de décision. La deuxième méthode qu'on pourrait utiliser, c'est la preuve sociale. Souvent, la preuve sociale est utilisée par du monde au marketing sans savoir vraiment que c'est de l'économie comportementale parce qu'on utilise ça. La preuve sociale, c'est de donner des pourcentages à nos clients. Dans notre cas précis, on dirait que c'est des données fictives ici. 70% des gens font des réclamations en ligne. Pourquoi pas l'essayer? Fait qu'on va inciter, on va marteler les avantages de la réclamation en ligne par la suite. Fait que la personne va être dans une posture « Oh mon Dieu, pourquoi je ne fais pas ça moi non plus? » 70% le font. Fait qu'elle va se poser des questions, ça va l'amener à prendre une décision. Le troisième qu'on pourrait regarder dans ce cas de figure-là, c'est la projection de l'humain dans l'action. Pour celui-là, on va mettre une belle image d'une personne sur son cellulaire qui simule une personne qui fait une réclamation en ligne. Donc, on va vouloir projeter la personne qui lit le courriel dans l'action qu'on veut qu'elle fasse, puis on va lui dire les avantages qu'elle va gagner à faire cette action-là. Fait que là, de cette manière-là, bien, on la fait visualiser elle-même à faire la réclamation en ligne. Donc, elle va probablement augmenter les chances qu'elle fasse ça. Ensuite, intercepteur numérique. C'est un mot un peu plus compliqué pour dire sondage sur des plateformes web. Donc, c'est un sondage qu'on va mettre sur un actif numérique. L'intercepteur web, il peut avoir différentes méthodes. On peut lui popper à l'écran, par-dessus l'écran, à côté, dans un nouvel écran. On peut avoir des tiroirs sur les côtés, des tiroirs horizontaux. Il y a différentes façons, dépendant de l'outil que vous utilisez pour faire l'intercepteur. Bien, il y a différentes méthodes techniques de le présenter à l'usager. Puis, on va vouloir le faire soit en continu, dans le temps, c'est tout le temps, ou à façon aléatoire, ponctuelle, parce que de par la large portée qu'on va avoir souvent sur des sites Internet, on n'a pas besoin de le faire en continu, puis on ne veut pas non plus que la personne, ça vient 2-3 fois, elle va 2-3 fois. Fait qu'on ne veut pas tanner les gens avec les intercepteurs web, fait qu'on va doser l'apparition de ces intercepteurs-là. On va vouloir ici avoir des déclencheurs en temps réel selon l'action que la personne pose sur le site Internet ou son profil. Exemple, si elle est sur le site web, puis elle clique sur le formulaire de soumission en ligne, on va vouloir peut-être connaître son expérience par rapport au formulaire de soumission en ligne, fait qu'on va lui présenter le sondage. On va collecter les réponses en continu, on va améliorer selon les résultats
en continu, notre actif numérique, notre page d'information, etc. Fait que c'est ça le but, c'est d'être connecté directement au bon moment avec l'usager sur le web. Exemple concret de ça, on avait un intercepteur, on voulait apprendre plus sur l'expérience utilisateur des visiteurs de l'espace client de SSQ Assurance, dans le but de répondre, premièrement, à leurs besoins. On veut que l'espace soit pour eux puis qu'ils répondent à leurs besoins, puis aussi d'améliorer cet outil-là. Donc, on a implanté un sondage de sortie qu'on appelle. Donc, lorsqu'elle quitte l'espace client, la personne recevait le pop-up avec les questions suivantes. Avez-vous trouvé l'information que vous cherchiez? Ça, c'est la première. Deuxièmement, comment avez-vous trouvé votre expérience sur le site aujourd'hui? Puis la troisième, recommanderiez-vous SSQ Assurance à vos amis et collègues selon votre expérience aujourd'hui? Ça, c'est une question NPS standard. Donc, on va vouloir mesurer ça. Résultat concret technique. Ça nous a permis de détecter les cas de figure, donc les personnes exactes qui avaient des problèmes parce qu'il y avait des gens qui voyaient une page blanche qui se connectait. Ça nous a permis de mettre le doigt sur c'est qui voit, parce que c'était pas tout le monde, c'est intermittent. C'est qui les gens qui avaient ce problème-là, puis le problème au TI a été réglé beaucoup plus rapidement parce qu'on avait ces données-là de l'intercepteur. Ça, c'est un exemple concret technique. Les autres résultats de performance qu'on a pu mesurer à l'aide de ces questions-là, c'est la pertinence de notre contenu, parce qu'on leur demandait s'ils avaient trouvé l'information qu'ils cherchaient. Mesurer la facilité de navigation, mesurer le NPS, on l'a parlé. Puis aussi, en posant la question, avez-vous trouvé l'information que vous recherchiez? Puis aussi l'expérience, on a voulu savoir si les gens, par défaut, avaient trouvé tout ce qu'ils voulaient. Puis ça a alimenté un backlog, une liste de fonctionnalités à développer, des contenus à développer, puis à prioriser parce que c'est le client qui nous le dit, puis on a du volume sur ça. C'est les résultats qu'on a obtenus pour l'intercepteur numérique chez SSQ Assurance. Maintenant, la fondation. Ça, c'est un outil que je pense que tout le monde connaît, c'est nos données clients. Donc, ils proviennent de nos systèmes de mission. Donc, on fait la fondation ici. Puis, les systèmes de mission alimentent l'information client individuelle, pas agrégée. Donc, on veut de l'information à l'utilisateur, au client, au niveau du client. Ensuite, on va vouloir bâtir cette vision 360, donc d'avoir diverses sources d'informations sur le client. Un exemple, si une compagnie a différentes lignes d'affaires avec différents systèmes de mission pour pouvoir opérer et vendre ses produits, bien, elle va vouloir avoir l'input de tous ces systèmes de mission, puis pas d'avoir le client dans la ligne d'affaires A. C'est peut-être le client dans la ligne d'affaires C, mais je ne suis pas bien sûr. Avec la vision holistique, on est sûr. On a vraiment la détention, entre autres, c'est une des données qu'on va avoir, commune 360 du client avec toutes les autres données qu'on va vouloir avoir pour bâtir les insights de connaissances clients. C'est là qu'on va analyser, croiser les données qui sont dans cette vue-là, 360 clients, pour aider les secteurs. Tantôt, quand je vous ai dit qu'on regardait nos données internes de portefeuille, mais c'est un peu ça. Un exemple concret qu'on a vécu récemment, les finances voulaient orienter les modes de paiement, les préférences de paiement de nos clients et aussi des consommateurs. Fait qu'on est allé voir, c'est quoi, nos consommateurs utilisent quel mode de paiement. Fait qu'on on a dressé le portrait de ça, puis on a croisé ça avec différentes autres données pour leur donner une vue. OK, selon l'ancienneté du client, selon la détention du client, selon la valeur de leur produit, selon différents aspects. Là, ça leur a donné une meilleure idée de l'information. Lorsqu'on parle de fondation, qu'on parle de données clients, l'éthique, la gouvernance, le respect des lois régissant l'utilisation de ces données-là est clé. Il faut que ça soit au centre des décisions
de vouloir entreposer une donnée plus qu'une autre, la garder combien de temps, donner accès à qui. Fait que c'est vraiment, c'est pas à prendre à la légère. Les projets de loi 64 au Québec qui s'en viennent, la C11 au fédéral, l'RGPD en Europe, sont tous des exemples de cadres législatifs qui, justement, encadrent l'utilisation des données pour protéger, pour qu'on respecte le client. Fait que ça, c'est vraiment important à se souvenir. Le dernier, non le moindre, les indicateurs marché et clients. Ici, on parle de score. On va prendre plusieurs variables, on va bâtir un score qui va compléter l'information client, puis ça, ce score-là, on va le mettre dans la vue 360 du client. Exemple, la détention moyenne d'un client, la valeur vie d'un client, le score de satisfaction qui ne serait pas juste le NPS, mais qui serait une combinaison de différents facteurs de satisfaction qu'on voudrait observer, qu'on va amalgamer dans un score. Un score d'engagement. Est-ce que la personne elle consulte notre site web? Est-ce qu'elle nous appelle? Est-ce qu'elle lit notre infolettre? Est-ce qu'elle vient sur nos plateformes sociales? Tout ça sont des exemples d'engagement envers la marque qu'on va vouloir mesurer à travers un score. Fait que ça, c'est des exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais dépendamment de l'industrie. Puis j'aimerais terminer ma conférence sur cette diapo-là, la maturité. Je pense qu'une bonne façon de débuter une approche puis une pratique de connaissance client, c'est d'évaluer, parce que vous ne partez pas de zéro, c'est sûr. C'est d'évaluer notre maturité. Puis le Boston Consulting Group, je l'ai nommé plusieurs fois dans la conférence, mais sont une bonne référence en connaissance client. On fait un cadre pour évaluer cette maturité-là. Puis, il l'évalue sur plusieurs aspects. Je vais vous en nommer quelques-uns. Le rôle que joue la connaissance client dans l'entreprise, au niveau de la haute direction, au niveau des secteurs, comment c'est perçu? La structure organisationnelle qu'on met en place, est-ce qu'on dédie ce rôle-là à une direction ou on le fait à temps perdu puis quand on va pouvoir? Est-ce qu'on a les expertises, les ressources humaines nécessaires pour faire ce travail-là? Est-ce qu'on a les ressources financières? Est-ce que les budgets qui sont alloués varient selon la performance de l'entreprise, puis qu'il y a des années qu'on ne pourra pas en faire, puis il y a d'autres années qu'on va pouvoir en faire, ou c'est primordial pour l'entreprise qu'on a toujours un budget qui est sauvegardé? L'étendue de la connaissance client, est-ce qu'on regarde juste le marketing ou on va dans les ventes, dans les finances, dans l'ensemble? On est transversal en termes de connaissance client. On opère-tu à l'ensemble de l'entreprise? Puis l'autre, le dernier, qui est vraiment la clé du succès, c'est la diffusion de la connaissance client. On a beau faire tous les efforts possibles pour connaître le client dans mon équipe, mais si les secteurs ne l'utilisent pas, on n'atteindra pas notre objectif, comme je vous ai dit au début. Fait que la clé, c'est de trouver la bonne façon de diffuser. Puis je ne pense pas que c'est en leur livrant un rapport ad hoc qu'ils vont mettre sur le réseau puis qu'ils vont se souvenir que peut-être qu'ils ont quand ils vont faire leur planification. Donc, si on regarde les niveaux de maturité, bien ça, c'est un peu ça. On est un fournisseur de recherche, on leur donne des rapports aux besoins. Ensuite, on devient des contributeurs d'affaires. Oh, là, c'est autre chose. On est rendu au niveau 2. On va être considéré en amont quand il va y avoir un projet qui va partir. Les secteurs vont se dire, moi, j'ai besoin de la connaissance client. Au niveau 3, on devenait un partenaire d'insight stratégique. Là, on œuvre dans les planifications stratégiques, on œuvre dans les prises de décision importantes de l'entreprise. Et finalement, où on va aller gagner le plus de connaissances, de retour sur investissement sur la connaissance client, c'est lorsqu'on va être une source d'avantages concurrentiels. Ça veut dire qu'il n'y a pas un projet qui débute sans qu'on ait regardé qu'est-ce qu'on a en connaissance client, qu'est-ce que nos clients disent de ce qu'on veut faire et non l'inverse. J'ai une super bonne idée puis je vais la pousser dans le marché. Fait qu'en gros, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler un peu concrètement de ce qu'on faisait avec notre coffre à outils. Ça serait le temps maintenant, Maria, de passer aux questions.
Merci Annie pour la belle présentation. Je vais arrêter le partage, comme ça on va pouvoir se C'est bon. Je vais commencer avec les questions sur la page de questions-réponses. Concernant un projet de segmentation, pouvez-vous nous dire par où commencer? Oui. Mais j'en ai un peu dit quand j'ai présenté l'outil, mais c'est vraiment important de s'asseoir avec les parties prenantes en amont, puis de les entendre sur comment ils veulent décrire nos clients ou le marché, pour que ensuite ça soit parlant quand on va les décrire dans les segments. Fait que la première étape, c'est ça. Ensuite, ça va nous donner un indicateur sur les variables qu'on va vouloir faire. Donc, on fait la matrice de données. Fait qu'on va élaborer toute la matrice, puis là, à ce moment-là, c'est la partie un peu difficile de la chose, c'est le nettoyage, puis l'appropriation des données, puis pour injecter dans les logiciels de statistiques avancées. Fait qu'il faut avoir une BD nettoyée pour faire une segmentation. Par la suite, ben, on a plusieurs itérations statistiques, puis quand on est satisfait du degré de significativité des variables qu'on a utilisées, le nombre de segments, je vous ai dit qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop peu, puis pas trop. Il faut comme aller chercher un juste milieu. Puis ensuite, ben, à ce moment-là, c'est là qu'on va présenter puis déployer. C'est un outil de travail par la suite. Fait qu'après, il faut aller voir les secteurs puis il faut l'implanter. C'est bien important, sinon, ben, ça reste sur une tablette. Comment les analystes d'affaires sont-ils appelés à collaborer avec votre équipe? Avez-vous beaucoup d'analyses d'affaires et quel est leur apport dans votre travail pour la connaissance client? Ben souvent, parce que les projets auxquels on collabore pour apporter la connaissance client, ben on travaille conjointement avec les analystes d'affaires qui travaillent avec la ligne d'affaires, donc ceux qui développent le produit, pour faire les hypothèses, pour confirmer les objectifs d'affaires. Souvent, c'est à ce niveau-là qu'ils travaillent avec nous. Calculer aussi les retours sur investissement, les KPI, pour par la suite mesurer bien les KPI. OK. Souvent, les gens ont tendance à généraliser leur expérience personnelle et dire connaître ce que les clients préfèrent et ne pas faire de recherche. Que leur direz-vous? Bien, je leur dirais que leur expérience, c'est des hypothèses de base, mais il faut aller les confirmer ou les infirmer dans le marché. Il ne faut pas juste se fier à notre instinct pour avoir les meilleures chances de succès dans le projet. Excellent. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre excellente conférence. La connaissance du client est vraiment la clé de la croissance d'une entreprise. En connaissant votre client, vous pouvez mieux le soutenir. Ça vous permet d'anticiper ses besoins et grandir avec lui. Maintenant, l'enregistrement sera arrêté. La conférence sera disponible comme convenu dans quelques semaines. Et vous pouvez maintenant aller consulter les liens qui se trouvent autour de la page dans Whova avant que la prochaine rencontre commence. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le lien de nos partenaires et exposants, ainsi que naviguer dans la communauté. Il y a des prix à gagner, comme vous avez bien pu constater. À 10 heures, on vous attend à la prochaine conférence. Vous aurez le choix parmi deux fascinantes présentations, soit activer votre leadership dans le changement avec M. Christophe Corré et l'ultime coffre à outils, la gestion du stress au travail avec Mme Anne-Marie Parra. Alors, je vous dis à bientôt, à la prochaine conférence. Bonne Merci tout le journée. monde. Au revoir. Bonne journée. Merci Annie, merci Maria. Plaisir. Excellente présentation, merci. Merci Annie, merci Maya. Merci Marie-Laure. Bonne journée.